Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur l'impact des outils numériques sur l'organisation du travail. On a un riche événement qui nous attend. Je me présente, je m'appelle Manon Peterman. Je suis coordinatrice des activités de la Fabrique de l'Agilité et puis j'introduis ce webinaire. Avant ça, quelques bonnes pratiques pour mener le webinaire. Voilà, donc vous avez un chat, vous avez la possibilité à tout moment de poser des questions, on vous répondra pendant la table ronde ou les intervenants pourront répondre aussi au Q&A, soit pendant, soit après l'événement. Il y aura une synthèse de la présentation, mais aussi du Q&A qui vous seront envoyés après, et puis il y aura également un format en replay qui vous sera transmis. Et puis le programme du jour, on va d'abord entendre en fait Suzy Canivan qui vient nous présenter les résultats d'une recherche qu'elle a menée sur justement l'utilisation des outils numériques et leur impact. Et puis ensuite, on aura la chance d'avoir différents témoignages d'entreprises autour d'une table ronde qui sera modérée par Christophe Barman, qui est cofondateur de l'EUCO. Mais avant ça, on va tout de suite entendre Carole Chapela, qui est inventeuse professionnelle chez Créaolic et aussi membre du comité de la Fabrique de l'Agilité. Donc, Carole va nous présenter la Fabrique de l'Agilité. À toi le micro, Carole. Bonjour à tous, bienvenue. Merci Manon pour l'introduction. Je suis très heureuse de voir si nombreux assister à ce webinaire. Alors, qui nous sommes? On est un réseau d'entreprises, d'organisations et aussi du monde des membres du monde académique qui collaborons ensemble pour faire évoluer de manière positive le monde du travail et la société. Ce qui est important pour nous, c'est à la fois de trouver des réponses à la productivité et l'efficience dans un monde VICA, et aussi de veiller au bien-être et au bien-être des collaborateurs et au sens du travail. On a trois axes. On veut s'inspirer et apprendre entre nous. Et ça, c'est par exemple sous forme de webinaires, de conférences, de visites d'entreprise, de groupes de travail. On a des ponts entre la recherche et la pratique, notamment avec la HEI-GVD. Et puis ça, c'est aussi important parce que les entreprises, les organisations peuvent bénéficier des recherches et le monde de la recherche peut aussi bénéficier des pratiques concrètes des entreprises et des besoins concrets des entreprises ou des organisations. Et puis, diffuser nos pratiques, bien, notamment par les speed dating, la conférence et différentes autres activités. Slide suivant. OK, merci. Alors, nos membres, on a des membres variés. Et puis, c'est la différence, c'est la complémentarité des membres qui fait la richesse du réseau et des échanges. Comme vous pouvez le voir, on a différents secteurs d'activité, à la fois culturels, dans le conseil le conseil, le digital, l'administration publique. On a des membres un peu partout en Romandie, principalement sur Vaud, Neuchâtel et Genève. On a aussi des membres dans le public ou d'intérêt public et des membres dans le privé. Donc, c'est vraiment important pour nous aussi d'avoir des membres qui viennent de tous horizons parce que c'est vrai que ça donne des réflexions qui sont différentes, des couleurs différentes quand on parle de nos problématiques et donc des pistes de solutions aussi qui peuvent être différentes. Les différents types de membership, ça dépend du nombre d'employés dans votre entreprise ou dans votre organisation. Et puis là, on voit que ça veut dire qu'on est aussi ouvert à tout type d'organisation, puisqu'on va de toutes petites entreprises de 1 à 24 employés jusqu'à 200 employés, et donc, enfin, jusqu'à plus de 200 employés. Donc là, voilà, vous voyez le prix qui est croissant selon la taille de l'entreprise. Et puis, ce qu'on offre, c'est à la fois des plateformes d'échange comme les co-développements, les partages de bonnes pratiques, les visites d'entreprise, les groupes de travail, les webinaires thématiques, la conférence annuelle, et puis du soutien dans différents axes, à la fois l'annuaire des membres, l'intermédiation, les comptes rendus des événements, et voilà.
Alors, je vous souhaite un bon webinaire. Je me réjouis d'entendre les échanges et puis j'espère que vous allez passer un bon moment. Merci. Merci beaucoup, Carole. Donc, tout de suite, on va entendre Suzy Canivanc. Donc, Suzy, elle est docteure en sciences de l'information et communication et professeure, chercheur associée à la chaire Futur du travail et de l'industrie et ainsi qu'à Paris Mine. Et elle a participé à écrire un ouvrage sur le numérique collaboratif et l'impact sur l'organisation du travail. Donc, on va tout de suite t'entendre, Suzy, pour que tu nous parles un tout petit peu plus de tes recherches et ce que tu as constaté. Merci beaucoup Manon. Bonjour à tous. Alors parfait, j'ai la main sur le PowerPoint. Donc pour éclairer les impacts des outils numériques sur l'organisation du travail, je vais m'appuyer donc sur cet ouvrage que j'ai publié en 2023 avec Marie-Laure Caillé, intitulé Numérique collaboratif et organisation du travail au-delà des promesses. Donc cet ouvrage, il est né dans un contexte particulier, celui de la crise sanitaire qui a entraîné une accélération de la digitalisation des entreprises avec la diffusion de nouveaux outils dits collaboratifs, porteurs d'une multitude de promesses vertueuses, donc rapidité, efficience, fluidité, flexibilité et notamment agilité. Donc, je me suis appuyée dans cet ouvrage sur les grandes enquêtes et les recherches académiques sur les usages du numérique en milieu professionnel, ainsi que sur 4 études de cas d'entreprise. Et je me suis donc attaquée aux problématiques suivantes. Quel est l'impact de cette digitalisation et de ces nouveaux outils sur l'organisation et les pratiques de travail? Est-ce qu'ils parviennent à réaliser leurs promesses et à quelles conditions? Et ont-ils des effets indésirables et pourquoi? Donc, je vais commencer par vous présenter rapidement ces nouveaux outils collaboratifs, leurs caractéristiques et leurs promesses. Je vais ensuite vous montrer l'histoire très différente que nous racontent les usages qui en sont faits en entreprise. Puis, je vais ouvrir sur quelques pistes de réflexion et d'action pour structurer et réguler ces usages, seuls à même de nous permettre d'enclencher des pratiques de travail innovantes. Alors, commençons par souligner, voilà, excusez-moi, je maîtrise mal le défilement des slides. Donc, il faut d'abord souligner que ces outils numériques collaboratifs ne datent pas d'aujourd'hui. Hein, ils ont émergé dès les années, pardon, je ne suis toujours pas sur la mauvaise slide, je suis pas bonne slide, voilà. Ils ont émergé dès les années 80 avec notamment les groupware, puis les premiers outils issus d'Internet, le mail, l'intranet et aussi les réseaux sociaux d'entreprise. Donc, on a aujourd'hui le recul suffisant pour établir les limites de cette première génération d'outils qui n'ont pas vraiment fait évoluer les pratiques organisationnelles et communicationnelles dans les entreprises et qui même parfois leur ont nui, comme avec le mail, hein, qui entraîne une surcharge d'informations qui vient perturber l'activité de travail et que nous connaissons tous. Alors, une nouvelle génération d'outils a depuis fait son apparition. Ils sont censés justement pallier ces limites. Et ces outils se sont rapidement développés dans les entreprises à la faveur de la crise sanitaire et particulièrement de la généralisation du travail, du télétravail. Donc, de manière schématique, moi, je les classe dans 5 catégories. Donc, on retrouve tout d'abord les outils de communication au sens large, hein, qui renvoient donc aux nouvelles messageries d'entreprise de type Slack ou Teams, aux messageries instantanées ou encore aux logiciels de visioconférence. Et donc, ces outils-là nous permettent évidemment de travailler à distance, mais ils nous offrent aussi la possibilité d'avoir une communication mieux ciblée par rapport aux mails chronologiques via le système de canaux de communication ou d'équipes dans Teams. On a aussi les outils de stockage et de partage de données, comme les drives, qui proposent de réunir un maximum d'informations dans un seul et même espace. On a aussi des outils de production documentaire collaboratifs, comme par exemple les Google Docs, qui favorisent une co-création de contenu plus rapide, censé être plus rapide par rapport aux mails et aux réunions classiques. On a aussi tout un tas d'outils d'animation, de réunions et d'idéation collective, hein, comme les tableaux blancs virtuels, les sondages, les quiz qui sont censés rendre les réunions plus structurées, plus participatives et plus dynamiques. Et on a enfin les plateformes intégrées comme Office 365 qui doivent permettre de réunir l'ensemble de ces outils
dans un seul et même espace numérique pour éviter la dispersion. Alors, comme vous le voyez, ces outils sont nombreux et il est donc difficile d'en donner une définition unique. Ils ont cependant deux caractéristiques propres. Tout d'abord, ils doivent permettre d'aller au-delà de l'échange d'informations et de la coordination des activités individuelles pour produire collectivement. Donc d'ailleurs, en ce sens, ces outils auraient peut-être mérité de s'appeler outils coopératifs plutôt que outils collaboratifs, puisque la coopération renvoie à un amalgame ténu de contributions par ajustement continu, là où la collaboration se limite à une coordination d'actions individuelles séquencées, ce qu'on savait déjà faire avec les mails. Deuxième caractéristique, ces outils ont aussi une très grande flexibilité, d'ailleurs tout comme les mails, ils s'inscrivent ici dans le prolongement des caractéristiques des mails. Donc ce sont des outils non prescriptifs dont on peut adapter les usages selon les besoins, mais ces outils nécessitent toutefois de s'entendre sur des règles partagées puisqu'ils sont utilisés collectivement, et on va voir que c'est précisément un des nœuds du problème. Alors, ces outils soutiennent une intention organisationnelle particulière, le développement de ce qu'on appelle les NWO, donc New Way of Working, les nouvelles façons de travailler. Donc ça, c'est un acronyme qui renvoie à un mix organisationnel entre des pratiques de flexibilité spatio-temporelle, des pratiques de management participatif et des modes d'organisation du travail collaboratif. Et vous voyez que ces trois ambitions sont soutenues par l'usage des technologies de l'information et de la communication. Alors, cette intention organisationnelle, elle n'est pas nouvelle, on la retrouve dès les années 90 avec l'acronyme NFO pour Nouvelles formes d'organisation, et puis plus récemment l'acronyme NMMO pour Nouveaux modes de management et d'organisation. Mais à la différence de ces deux courants, celui des NWO part du principe que les technologies numériques sont considérées comme un véritable cheval de Troie qui serait capable de faire advenir ces nouvelles façons de travailler qui peinent à se développer dans les entreprises depuis 30 ans. Mais au-delà de ces outils, de leurs promesses et de l'intention organisationnelle qui les guide, les usages qui en sont faits nous racontent une histoire très différente. Donc, je vous montre ici les données recueillies par l'Echo auprès des salariés français et qui montrent, comme vous le voyez, une multiplication des outils de communication utilisés en milieu collaboratif, sans pour autant, comme vous le voyez, que le mail ne cède d'un pouce. Le mail reste l'outil le plus utilisé. Et même, comme vous le voyez, ces usages s'intensifient entre 2022 et 2023. En 2022, 60% des salariés le classaient comme leur premier outil de communication, et en 2023, ils étaient 64%. Et vous voyez que cette intensification des usages vaut pour l'ensemble des outils numériques. Donc, pour le dire autrement, les travailleurs doivent jongler avec de plus en plus d'outils qu'ils utilisent chacun de manière de plus en plus intensive. Donc, à la surcharge informationnelle issue des mails, s'est ajoutée une surcharge de canaux de communication. Et aujourd'hui, quand on parle d'infobésité, il faut bien avoir ces deux éléments en tête. L'infobésité, ce n'est pas qu'une surcharge d'informations, c'est aussi une surcharge d'outils. Alors, cette surcharge d'outils, c'est un phénomène qu'on appelle le phénomène du millefeuille en sciences de l'information et de la communication, et qui n'est pas du tout nouveau. Dès les années 2000, ce champ de recherche a montré que les mails ne faisaient pas baisser le nombre de réunions, alors que c'était un des espoirs qu'on avait à cette époque-là. Et dans les années 2010, ils ont fait les mêmes recherches sur les réseaux sociaux d'entreprise, et ils ont démontré que là encore, les réseaux sociaux d'entreprise ne faisaient pas baisser le nombre de mails. Aujourd'hui, donc dans les années 2020, 10 ans plus tard, on se rend compte que les nouveaux outils collaboratifs qui étaient censés une nouvelle fois se substituer aux mails ne font encore une fois que s'y surajouter dans un espèce d'empilement sans fin. Donc c'est ce que vous voyez là sur ce graphique qui a mesuré la croissance vertigineuse des mails envoyés pendant la crise sanitaire, malgré l'implantation de Teams dans cette entreprise. Donc là, on a à cet égard le témoignage d'un salarié que j'ai interviewé qui est très parlant et qui nous dit « Avant, j'avais les mails, c'était simple, j'allais éventuellement de temps en temps sur Skype
pour demander si la personne était libre pour un appel. Tandis que maintenant, j'ai des discussions sur SMS, sur WhatsApp, sur Teams, par mail et éventuellement des contenus sur les réseaux sociaux de mon entreprise. Bref, tout le monde est perdu dans ce millefeuille d'outils dont les usages ne sont ni structurés ni priorisés. Donc, au final, ce qu'on constate pour le moment, c'est que les outils collaboratifs sont loin de tenir leurs promesses et qu'ils semblent plutôt à l'origine d'un mal-être grandissant des salariés, mais aussi d'une inefficience accrue des entreprises. Donc, comme vous le voyez, 56% des salariés utilisent jusqu'à 6 applications de communication et de collaboration différentes par jour, alors qu'ils n'en utilisaient que 3 en 2021. 47% perdent 1 heure par jour à rechercher de l'information. Il y en a même jusqu'à 10% qui perdent jusqu'à 3 heures par jour à rechercher l'information dont ils ont besoin pour travailler. 42% estiment que le travail est devenu plus complexe à cause du digital, alors que le digital nous promettait au contraire de la simplicité et de l'efficacité. Et quand on interroge les salariés sur la première difficulté du travail hybride, eh bien, ils ne nous parlent pas de la distance, ils nous parlent du renforcement de cette digitalisation qui complexifie leur travail. Donc, pour faire bref, on peut dire qu'implanter ces outils n'engendre pas du tout automatiquement les bienfaits qu'on en attend. Et ces bienfaits dépendent avant tout de la manière dont ces outils sont déployés et de la façon dont sont régulés leurs usages. Donc, c'est sur ces deux aspects que je vais maintenant développer. Donc, en ce qui concerne le déploiement des outils, le mode traditionnel, hiérarchique et descendant avec lequel on déployait ces outils paraît évidemment complètement inadapté et contradictoire avec la philosophie, l'esprit de ces outils qui sont censés favoriser des pratiques collaboratives horizontales. Donc, il est un peu paradoxal d'imposer de manière hiérarchique des outils qui sont censés nous permettre de créer de l'émergence horizontale. Donc, on a une autre approche qui s'est déployée assez récemment, qui était déjà là avant la crise sanitaire et qui, évidemment, s'est accélérée avec la crise sanitaire, qu'on qualifie non plus de déploiement top-down, mais de déploiement provide and pray, c'est-à-dire installer et prier. Donc, ce mode de déploiement consiste tout simplement à lâcher les outils dans l'entreprise en laissant chacun s'en emparer librement, en espérant que ces outils vont à eux seuls structurer, voire restructurer les processus organisationnels dans le bon sens, ce qui, au contraire, les désorganise complètement. Donc, cette approche se révèle tout aussi insatisfaisante pour la simple raison que ce sont des outils collaboratifs qui nécessitent d'avoir des usages partagés. Ce n'est pas la même chose qu'un logiciel de traitement de texte ou un tableur qu'on utilise individuellement. Là, ce sont des outils qu'on utilise pour communiquer et collaborer en groupe. Donc, il faut bien qu'on partage des usages communs, comme je vous le disais précédemment. Par ailleurs, ce type de déploiement Provide and Pray n'assure pas nécessairement l'adaptation des outils aux pratiques et contraintes du travail réel qui diffèrent évidemment fortement d'un métier à l'autre. Pour atteindre cet objectif, il est à mon sens nécessaire de s'appuyer sur la multitude des dispositifs d'apprentissage qui existent en entreprise pour accompagner l'appropriation de ces outils au plus près des besoins du terrain. Alors, ces dispositifs d'apprentissage, on peut schématiquement les classer selon 2 axes, selon que l'apprentissage et l'appropriation se fait de manière individuelle ou collective, via des dispositifs formels ou informels. Donc, dans les apprentissages formels individuels, on retrouve les formations reposant sur des supports génériques tels que les modules de e-learning ou les tutoriels qui se sont beaucoup développés avec la crise sanitaire. Les dispositifs formels mais collectifs reposent quant à eux sur des experts, qu'ils soient externes à l'organisation, ce qu'on appelle généralement des formateurs, ou internes à l'organisation, ce qu'on appelle des champions ou des ambassadeurs du numérique dans certaines organisations. Au-delà de ces dispositifs formels, on a aussi des dispositifs d'apprentissage informels qui, là aussi, peuvent être individuels, avec l'apprentissage sur le tas, par tâtonnement, ou collectifs via l'entraide entre les pairs. Et finalement, ce sont ces 2 dispositifs informels qui vont permettre une réelle appropriation et adaptation des outils au plus près des besoins des métiers.
Malheureusement, les dispositifs informels, précisément parce qu'ils sont informels, passent souvent sous le radar des DSI, des DRH et des managers qui ne le prennent pas toujours en compte dans la charge de travail. Donc, une des premières clés, ça va être de prendre en compte ce temps long d'adaptation, d'appropriation, d'apprentissage, qui pour le moment se surajoute à la charge de travail standard, mais qui est pourtant nécessaire pour découvrir les différentes fonctionnalités de l'outil, l'expérimenter afin d'identifier les fonctionnalités qui vont vraiment nous être utiles dans le cadre de notre activité de travail, et puis évidemment prendre le temps de monter en compétence sur ces fonctionnalités qu'on aura identifiées comme étant clés pour nous, et éventuellement aider ses collègues aussi à le faire. Alors, deuxième clé, pour éviter la cacophonie informationnelle, ces outils ont besoin d'être structurés avec des squelettes et des arborescences claires qui vont permettre d'architecturer les canaux de communication et les drives. Il faut également en assurer la maintenance, c'est-à-dire nettoyer régulièrement les canaux de communication et les dossiers devenus obsolètes, en veillant évidemment à ce que vous gardez les dossiers les plus importants dans un espace dédié à la mémoire organisationnelle. Mais cet effort de structuration doit concerner plus globalement l'ensemble du portefeuille d'outils de communication. Il s'agit ici de réfléchir à quel outil utiliser quand et pour faire quoi. L'objectif, à terme, c'est d'aboutir à une grille d'usage claire, malgré la multiplicité des outils disponibles, qui ont tous leurs avantages et leurs limites. Donc, la plupart des entreprises que j'ai étudiées dans le cadre de mes travaux de recherche étaient en cours de réflexion sur cette grille d'usage, mais n'étaient pas encore parvenues à faire aboutir leur réflexion. À titre d'exemple, je vous montre sur ce schéma l'exemple d'une entreprise que je n'ai pas personnellement étudiée, mais qui a fait beaucoup de communication sur Internet à ce sujet. Il s'agit de l'entreprise Dost, donc qui est une organisation de 90 salariés en full remote, donc qui a rapidement eu besoin de clarifier son portefeuille d'outils de communication. Et plutôt que d'essayer d'avoir un seul outil intégrant la totalité des outils numériques dont ces équipes avaient besoin, ce qui n'était pas possible dans le monde logiciel, elle a décidé de conserver une multitude d'outils en essayant de limiter les méfaits du millefeuille au travers de cette pyramide qui formalise chaque usage et qui acte notamment, comme vous le voyez, de la place prépondérante accordée à la communication asynchrone, qui représente à peu près 70% de la communication dans cette entreprise. C'est un élément important sur lequel je reviendrai plus tard. Donc, vous voyez, dans cette pyramide, ils ont tout d'abord une plateforme qui permet de poster des annonces, des idées, des feedbacks. On a aussi tout un tas d'outils de travail, comme des logiciels de gestion des tâches, donc là qui sont plutôt propres à la programmation logicielle. On a aussi des outils de visioconférence pour les échanges bilatéraux ou les réunions traitant de problèmes plus complexes. On a aussi des retraites annuelles ou des séminaires d'équipe pour créer des liens. Donc ça, ce n'est pas un outil de communication technologique, mais c'est un outil de communication très efficace dans les entreprises. Et enfin, on a des rencontres en personne qui nécessitent de prendre l'avion quand il faut gérer des urgences. Alors évidemment, il ne s'agit pas de copier-coller cette pyramide. Chaque entreprise doit trouver sa propre pyramide des usages en fonction des réalités de son métier, car cette pyramide que je vous montre là, elle est entièrement adaptée au secteur d'activité de Dost, c'est-à-dire le développement logiciel, mais elle est aussi adaptée à sa culture organisationnelle propre, qui est en full remote, en 100% distanciel. Par ailleurs, cette pyramide souffre d'un écueil important, à mon sens, puisqu'elle oublie d'intégrer les outils utilisés pour les communications externes, avec par exemple les clients et les prestataires qui rajoutent généralement des étages dans notre millefeuille. Alors, une fois qu'on a structuré notre portefeuille d'outils de communication, il reste encore à en réguler les usages. Alors, à cet égard, on attend souvent que ce soit l'individu qui autorégule ses usages en désactivant ses notifications, en éteignant son téléphone, en ne consultant pas sa messagerie de manière frénétique pour pouvoir se préserver des plages de concentration profonde sans perturbation. Bref, on attend que ce soit l'individu qui exerce, voire qui revendique lui-même son droit à la déconnexion pour préserver la qualité de son travail, tout comme sa vie privée.
Ce sont cependant ces efforts individuels hein, qui peuvent être vains, car les marges de manœuvre de l'individu dans une entreprise restent évidemment fortement cadrées par le fonctionnement de son équipe et notamment par les exigences de sa hiérarchie. Donc, en la matière, les managers ont évidemment un rôle d'exemplarité sur la manière dont ils utilisent les outils de communication et de collaboration. Pour autant, ce n'est pas à eux d'imposer des usages particuliers de ces outils. Leur objectif à eux, en tant que manager, ça va être d'initier un dialogue professionnel au sein de leur équipe pour analyser collectivement les irritants occasionnés par ces outils, les bénéfices qu'ils peuvent apporter et pour s'entendre surtout sur des règles d'usage adaptées aux besoins de l'équipe. Ce dialogue doit être en outre permanent pour pouvoir intégrer les nouveaux outils, les nouvelles compétences et les usages qui émergent dans une logique d'amélioration continue. Donc, on est ici non plus, comme vous l'avez remarqué, à un niveau de régulation individuelle, mais à un niveau de régulation collective qui, pour l'instant, reste limité à l'équipe. Hein. Donc, c'est une régulation collective intra-équipe. Il va évidemment falloir déployer cette régulation à l'échelle de l'organisation. Et donc là, l'entreprise a un rôle clé à jouer qui va bien au-delà des seuls points critiques comme le respect du RGPD ou la cybersécurité. Pourtant, à ce niveau-là, il y a beaucoup de recherches qui montrent l'inefficacité des chartes de bonne pratique, hein, ces règles imposées qui interdisent par exemple d'envoyer des mails le soir ou le week-end et qui généralement sont rarement suivies par les salariés qui en plus les estiment infantilisantes parce qu'ils doivent se retrouver à composer avec des règles qui ne correspondent ni à leur pratique de travail ni à leurs besoins opérationnels. Ces chartes de bonne pratique ont cependant un intérêt majeur, celle d'envoyer un message fort en interne. Dans notre entreprise, on considère que cette cacophonie d'informations numériques est un problème, qu'elle abîme les gens et le travail. Donc, une fois ce cadre posé, les équipes doivent évidemment disposer de l'autonomie nécessaire pour définir les bonnes pratiques adaptées à leurs besoins. Donc, évidemment, là, l'organisation doit les aider en leur laissant du temps pour identifier et débattre des bons usages. Mais l'entreprise peut également soutenir la diffusion de ces bonnes pratiques, non pas en les imposant, mais en les mettant en visibilité pour qu'elles se propagent par viralité. Hein, chaque équipe pourra s'emparer des bonnes pratiques qui lui paraissent pertinentes dans le cadre de son activité. L'organisation doit enfin veiller à ce que les différentes pratiques numériques des équipes soient compatibles entre elles et qu'elles n'entraînent pas des interférences ni ne renforcent les silos au niveau global de la structure. Elle doit donc encourager les équipes à débattre entre elles de leurs usages afin de favoriser l'intercompréhension des besoins et des contraintes de chaque entité. Par exemple, un service commercial et un service technique n'auront pas les mêmes besoins ni les mêmes contraintes dans leur travail et ne vont pas avoir les mêmes usages des outils numériques. Donc, on atteint ici un niveau de régulation inter-équipe et donc global. Mais comme vous vous en doutez, d'après ce que je vous dis, tout ceci demande énormément de temps d'appropriation, de temps pour débattre au sein de son équipe et de temps pour débattre entre les équipes. Et ce temps très long heurte de front l'une des normes culturelles qui est en train de s'installer progressivement, mais sûrement en entreprise, cette fameuse culture de l'urgence qui est quasiment devenue un culte aujourd'hui et qui dévoie ces outils de communication asynchrone en dispositifs synchrones, en alimentant une espèce d'obligation implicite de connexion permanente, notamment chez les cadres. Donc là, à cet égard-là, il y a une étude assez ancienne, puisqu'elle date de 2015, qui a porté sur plus de 16 milliards de mails professionnels et qui a montré que dès cette date, le temps de réponse médian à un mail était de 47 minutes, mais le temps de réponse le plus fréquent était de seulement 2 minutes. Et cette rapidité s'est évidemment encore amplifiée avec la démocratisation des smartphones et des notifications qui fait qu'on a finalement notre poste de travail virtuel en permanence à portée de main. Donc, cette tendance à l'hyper-réactivité est particulièrement prégnante avec la philosophie de l'agilité, qui est malheureusement souvent confondue avec la rapidité d'exécution, alors que l'enjeu central est bien l'adaptation permanente
aux demandes du client, mais aussi aux évolutions de l'environnement externe de l'entreprise et de ses facteurs internes. Alors certes, le premier des 12 principes du manifeste agile indique qu'il s'agit bien de livrer rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée aux clients, mais on ne le fait pas n'importe quoi, n'importe comment, on le fait via une adaptation continue à ces demandes et aux changements, et surtout via un rythme de travail soutenable plutôt que frénétique. Et cette notion de travail soutenable fait aussi partie des 12 principes agiles qu'il faut respecter. Cet impératif de réactivité conduit à un deuxième phénomène aujourd'hui qui est le développement inédit des horaires atypiques qui se sont largement banalisés depuis le développement du télétravail et qui s'accompagnent d'un allongement de l'amplitude horaire travaillée. On considère aujourd'hui que ce sont à peu près 60% des salariés qui travaillent après 18 heures, voire le week-end. Donc, ces phénomènes participent eux aussi à densifier les journées de travail qui deviennent ici encore insoutenables sur le long terme. Donc, les outils participent directement de ce phénomène qui transforme ce qu'on nous avait présenté comme une liberté de travailler n'importe où, n'importe quand, en contrainte de travailler partout et tout le temps. Donc, comme vous le voyez, la régulation de ces usages des outils numériques n'est pas une mince affaire. Mais lorsqu'elle aboutit, elle peut permettre de s'appuyer sur ces outils numériques pour développer des pratiques de travail innovantes, ce qui nécessite cependant de peaufiner notre grille d'analyse de l'organisation du travail. Alors, depuis la crise sanitaire, les grilles de lecture proposées pour réfléchir à l'organisation du travail se limitent à 2 dimensions. Donc, cette fameuse dimension spatiale entre distanciel ou présentiel, qui est à arbitrer au regard de l'intensité relationnelle nécessitée par l'activité. Est-ce qu'elle se fait de manière individuelle, collaborative ou coopérative? Pour schématiser, pour le moment, on dit que les activités individuelles peuvent parfaitement se faire en distanciel, mais tout ce qui est activité collective doit impérativement se faire sur site. À mon sens, il est nécessaire d'intégrer une troisième dimension que vous voyez ici, qui est la dimension temporelle, qui distingue les activités qui peuvent se faire en asynchrone, c'est-à-dire en temps différé, et celles qui nécessitent de se faire en synchrone, c'est-à-dire en temps réel. Et cette dimension temporelle, elle est souvent oubliée et pourtant elle est fondamentale pour répondre aux besoins de flexibilité de l'activité, mais aussi des salariés. La flexibilité, vous l'aurez remarqué, est une demande de plus en plus forte dans l'expérience collaborateur. Cette dimension temporelle de la flexibilité doit cependant être accompagnée d'une forte structuration des processus organisationnels pour éviter les dérives. Cette prise en compte de la dimension temporelle et plus particulièrement cette revalorisation de la communication asynchrone peuvent aider véritablement à faire émerger des pratiques de travail innovantes, notamment dans l'organisation des réunions qui reste un gros point noir de l'efficience organisationnelle des entreprises, mais aussi de la qualité de vie des salariés. Donc, à mon sens, l'un des problèmes des réunions, qui est le point de synchronisation privilégié en entreprise, vient du fait que les phases de réflexion individuelle sont entremêlées avec des phases d'échange collectif, ce qui fait perdre beaucoup de temps et ce qui fait perdre aussi en qualité de débat. Donc, l'une des structures que j'ai étudiées dans le cadre de mon ouvrage a choisi de scinder ces 2 moments, réflexion individuelle, échange collectif, en s'appuyant sur les outils numériques. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, ils utilisent pour leur part un board, donc un tableau blanc virtuel de l'outil Klaxoon, mais on peut très bien utiliser d'autres outils, souvent plus simples, comme Mural ou tout simplement un simple Google Doc. Sur ce tableau blanc virtuel ou sur ce document virtuel partagé, on va mettre l'ensemble des points à l'ordre du jour que vous voyez ici avec les gros carrés jaunes. Donc ça va déjà permettre à chacun de prendre connaissance de l'ordre du jour avant la réunion, ce qui est une bonne pratique de base qui n'est pas toujours respectée. Mais surtout, chacun va devoir prendre position sur chacun des points de l'ordre du jour. Donc vous voyez en bleu ici les personnes qui sont invitées à la réunion et chacun va devoir prendre position au travers d'un symbole que vous voyez en bas à gauche. Donc, une croix rouge pour dire « je ne suis absolument pas d'accord avec cette proposition », une flèche rouge pour dire « je suis plutôt pas d'accord, mais je suis prêt à en parler », une flèche verte pour dire « je suis plutôt d'accord, mais j'ai quand même besoin d'en parler » et une coche verte pour dire « je suis absolument OK ».
Mais il va aussi devoir justifier sa prise de position au travers de petits post-it. Donc, un post-it jaune pour expliquer pourquoi on valide, post-it vert pour poser des questions de clarification, post-it rose pour des recommandations et post-it bleu pour exprimer un ressenti, ça m'enthousiasme ou ça me fait très peur. Donc évidemment, tout ce travail qui est fait en asynchrone avant la réunion, quand chacun le peut et le veut, va permettre véritablement de réfléchir de manière très approfondie au sujet qu'on va aborder. Et comme vous doutez, exprimer son ressenti, ses opinions ou ses besoins sur un petit post-it, ça nécessite généralement de le reformuler plusieurs fois pour que ça tienne dans le post-it, et donc essayer d'être le plus précis sur le message qu'on veut porter au reste de l'équipe pour cette réunion. Et ce n'est que dans un second temps, une fois que tous les participants ont rempli le tableau blanc virtuel, que se tient véritablement la réunion en mode synchrone, donc en temps réel, qu'elle soit en distanciel ou en présentiel, finalement, ça n'a pas trop d'importance. Le travail qu'on aura effectué auparavant sur le tableau blanc virtuel va permettre d'aller beaucoup plus vite sur les points qui font consensus. Donc, quand la tendance est verte, on se concentre sur les post-it roses, c'est-à-dire les recommandations des membres de l'équipe. Et par contre, quand la tendance est rouge, on va pouvoir approfondir le débat en ayant déjà défriché les enjeux principaux, ce qui fait évidemment gagner énormément en temps et en qualité d'échange, puisque cette structure a réussi à diviser par 3 le temps de ces réunions grâce à un usage intelligent de cet outil numérique. Donc, comme vous le voyez, ce que nous montre cet exemple, c'est que c'est bien par une réflexion préalable sur l'organisation du travail et sur les usages des outils numériques au regard des besoins de l'activité que peuvent émerger des pratiques de travail innovantes. Ces outils n'ont aucun pouvoir de le faire par eux-mêmes et à notre place. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère ne pas avoir été trop long. Christophe ? Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse accueillir en fait tous les participants à cette table ronde. Je suis cofondateur de l'OICO et j'ai un grand plaisir d'animer cette table ronde avec nos amis de la Fabrique l'Agilité. Vous pouvez, et je voulais d'abord l'appeler en introduction à la table ronde, vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment avec l'option Q&A. C'est important d'utiliser celle-ci plutôt que le chat, hein. Ça permet évidemment de structurer les questions qui sont posées. Je prendrai vos questions au fur et à mesure de la discussion pour essayer de donner une certaine cohérence. Et puis, évidemment, on essaiera ensuite, vous aurez accès au replay de tout ça pour pouvoir utiliser toutes les bonnes pratiques qui auront été partagées par nos participants sur cette belle table ronde. Allez, j'accueille les participants maintenant. On va garder Suzy avec nous. On a Christian Delez de RUAG, Fabrice Grandjean de MES Gestion, Lolita DHUG et Jean-Marc de Tipeee. Bienvenue à toutes et à tous. Je propose d'activer votre micro et enfin, surtout votre caméra pour qu'on puisse vous voir. J'arrête ici le partage d'écran. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Peut-être ce que je vais vous demander pour commencer, si vous êtes d'accord, c'est peut-être déjà de vous présenter un petit peu et puis juste de dire où se situe votre organisation selon vous aujourd'hui en termes d'agilité. On ne va pas tout de suite rentrer dans la thématique du jour sur les outils de communication eux-mêmes, mais juste que vous disiez quelques hints, quelques informations sur où vous vous situez. Je vais passer la parole à Lolita d'abord, si tu es d'accord, chère Lolita, pour te présenter et puis nous dire où se situe ton organisation à ton avis en termes d'agilité. Je te remercie, Christophe. Donc, Lolita Damianis, je suis PMO en organisation et agilité au sein des hôpitaux universitaires de Genève. Et je dirais que notre organisation est en marche, mais c'est un parcours qui est long et puis tortueux. Donc, on est parti avec une première réflexion, accompagnée d'ailleurs avec Manon, c'était déjà en 2020 ou 2021, avec un programme autour de l'agilité dans la nouvelle stratégie de l'organisation, avec une mesure de l'indice. Et puis, depuis cette photo ou cette pose de diagnostic, on déploie, je dirais, des actions avec une stratégie, opportuniste dans le bon sens du terme, et deux, la stratégie
des petits pas, donc pas de logique de déployer au HUC d'un coup des pratiques, hein. Suzy faisait la remarque sur les chartes notamment. C'est vrai que pour prendre un exemple de ce côté-là, on a proposé des chartes sur certains outils, mais on ne les a pas imposées. On a proposé un cadre d'utilisation, mais sans dire c'est la loi et puis vous n'avez pas le droit de faire autrement. Et dans d'autres dimensions qui sont peut-être moins liées aux outils, mais plutôt aux réorganisations d'équipes, on a proposé de créer des chartes d'intention, mais en mode collaboratif. Elles ne viennent pas de nous, elles viennent du collectif. Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Jean-Marc, bienvenue. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis le propriétaire et directeur d'une société qui s'appelle Tipeee. On fait des logiciels RH. J'ai repris la société il y a 12 ans et puis on a directement implémenté les tout début de l'agilité. Donc, ça fait un moment qu'on expérimente d'abord dans le développement et puis petit à petit partout dans la boîte. Donc, j'ai l'impression qu'on est bien dans l'agilité, mais par agilité, ça veut dire qu'on itère et on essaye et on ajoute toujours des nouvelles, on teste et on ajoute des nouvelles avancées au niveau de l'agilité. Merci beaucoup. Aussi pour que les participantes et participants aient une idée de la complexité des projets en termes de nombre de collaborateurs, Tipeee, plus ou moins, On est une cinquantaine de personnes. 50 personnes. Lolita, un poil plus, hein, je crois. 13 000. Ouais. Évidemment, parce que et je trouve très intéressant parce que sur cette table ronde, on a évidemment des organisations très, très différentes. Merci, cher Jean-Marc. Christian de Ruag, bienvenue, cher Christian. Bonjour à toutes et à tous. Christian Delay, je suis le remplaçant du responsable du développement ce qu'on appelle une cellule agile au sein de Ruag en mode startup. C'est-à-dire que Ruag, c'est 3000 personnes en tout, et puis nous, on est une cinquantaine, entre 50 et 100 personnes à fonctionner, on va dire, de manière très agile au niveau des processus, des fois peut-être un peu trop agile. Et nos Un peu trop agile, il faudrait spécialités. que tu nous dises pourquoi un peu trop agile. Euh, C'est la question finalement de l'interface avec la structure principale qui pose problème. Oui, ce qu'on a, c'est que le contexte client chez nous est très agile. C'est des gens qui réagissent vite, qui innovent, qui veulent faire des expérimentations. Donc nous, on suit ce besoin-là. Et puis on est en porte-info avec des autres divisions de REAC qui, par exemple, font la maintenance des avions et des hélicoptères, qui eux ont des processus très rigides, qui sont très réglementés. Donc nous, on fait des systèmes informatiques et c'est pas du tout les mêmes règles. Donc quand on a dans une entreprise des domaines de métier qui sont assez différents. On a un peu des clashs au niveau des processus. Et puis, il faut un peu construire des ponts entre les divisions pour que tout le monde se comprenne et aille bien. Ouais, magnifique, magnifique, beau challenge. C'est vrai que c'est souvent la cellule IT hein, de ces grosses structures, notamment fédérales, qu'on qu'on agilise en premier. On pourrait aussi là, on parlait des heures de cette question-là. Je vais passer la parole à Fabrice Grandjean. Fabrice, quelques mots sur ton organisation, aussi ce qu'elle fait, hein, RUAG, peut-être on est tous plus ou moins au courant de ce que vous faites. MES Gestion un peu moins, cher Fabrice. Un peu moins connu en effet. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Tout juste, tout juste. Donc Fabrice Grandjean, je suis directeur donc adjoint de MES Gestion. Donc avec justement comme responsabilité pour ce début d'année de développer encore plus en fait notre agilité et notamment de vraiment finaliser la mise en place de l'utilisation de nos outils et de notre organisation agile. Et donc, là-dedans aussi que j'interviens, c'est très intéressant de pouvoir discuter par rapport à tout ça. Et donc, MES Gestion, c'est une entreprise qui est principalement active dans la formation pour adultes, de la formation, je dirais, rapide à aider quelqu'un à faire un CV, une lettre de motivation, jusqu'à la formation où on accompagne des gens à se lancer comme indépendants dans leur vie professionnelle, donc à créer leur entreprise, que ce soit une SA, une RI, une SRL, tout type d'entreprise. Pendant une année, on les accompagne. Et on passe aussi par des formations justement sur le développement des compétences agiles, que ce soit des méthodes, des compétences, je dirais, humaines ou des compétences techniques. Donc, on a vraiment, il y a différents types de 2 heures à 3 mois de formation. Donc, c'est un peu le domaine dans lequel on est. Et j'aimerais pouvoir dire, j'ai l'impression qu'on est une entreprise assez développée au niveau agile, avec une organisation agile, avec aussi une utilisation des outils qui est qui est plutôt efficace, on va dire. Mais comme le disait Jean-Marc, on est justement toujours dans l'itération et dans le développement. Et c'est ça qui est intéressant et je pense qu'on le sera toujours. La solution parfaite
n'existera pas. Donc, c'est ça qui me plaît énormément dans ce que je fais. Et on a une Merci. trentaine d'employés. Voilà, ouais. Voilà, je sentais que tu allais poser la question, donc j'ai oublié de dire Tu ça m'as avant. On a t'as environ 30 anticipé. employés. Excellent. Merci beaucoup. Une première chose à laquelle j'aimerais vous faire réagir, hein, évidemment, n'hésitez pas à activer votre micro si vous voulez prendre la parole. Ça permet d'être aussi plus agile dans la discussion. C'est la question de l'email. Honnêtement, quoi. On veut tuer l'email. On en parle depuis des années. On a plein d'outils super bien. Et puis, on a Suzy qui nous dit que les emails sont passés de 60 à 64%. Entre finalement l'avant-crise, on parle de 2021, hein, plus ou moins la statistique à 64, un suivi sauf erreur, tu me corriges si je me trompe. Et comment ça se fait qu'on n'arrive pas finalement à tuer l'email et surtout quelles sont finalement les pratiques que vous constatez dans vos organisations voilà, chère Lolita. Alors moi, je suis en charge avec un collègue de la DSI de l'adoption de Microsoft Teams dans l'organisation. Donc un autre moyen de communication. Et c'est vrai que c'est un des premiers sujets qu'on travaille avec les équipes qu'on accompagne, mais probablement un des plus difficiles. C'est-à-dire que toute la partie de structuration de l'équipe Teams, de certaines bonnes pratiques autour du stockage des fichiers, du versionning, de formater une publication, de mentionner, tout ça, globalement, ça va. Mais quand on commence à toucher au changement de comportement et de l'usage de l'email, là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que les premières réactions, c'est ah, mais oui, tout le monde n'a pas encore Teams d'ouvert spontanément sur Teams, donc ils vont louper. Donc, en fait, on doit compenser le comportement. Donc, ce qu'on essaye de dire aussi, hein, c'est que dans le changement, il y a toujours un peu ce sentiment d'urgence qui permet de mobiliser. Ben, forcément, si on envoie une information dans Teams et dans le mail parce qu'on a peur que les gens passent à côté de l'information, bah, les destinataires, forcément, ne vont pas changer de comportement puisque de toute façon, ils vont recevoir un email, mais c'est à double effet qui se coule puisque ça va être un irritant majeur. Ça, ils vont recevoir 2 fois l'information, donc forcément qu'on a cette sensation objective, hein, d'être pollué par l'information et de ne plus savoir quel outil utiliser pour quelle action, qu'elle soit de communication ou de collaboration. Donc, en complément à la charte, on avait fait effectivement un tableau à double entrée avec quel outil utiliser pour quel type d'information ou quel public concerné. Et un des points majeurs, c'est qu'on avait essayé de dire, Teams, ça va vraiment être pour les échanges, j'ai envie de dire, opérationnels et qui doivent être suivis avec un collectif dédié. Et le mail, on va essayer de le restreindre aux informations un petit peu officielles ou pour les gens avec qui on n'a pas de groupe dédié. Mais ça, c'est une recommandation qu'on a faite, mais dans la pratique, on voit que c'est très problématique et que c'est presque plus facile d'accompagner les gens, j'aime pas cette vision, mais on va dire plus terrain que de demander à certains très très hauts cadres de changer cette pratique-là parce qu'on est aussi confronté à des personnes qui avaient l'habitude de faire beaucoup de CC ou de CCI, de dire on envoie la formation à tout le monde, comme ça on ne peut pas nous reprocher de ne pas l'avoir donné, avec des personnes qui impriment encore les mails, tout ce qu'on ne peut pas faire à côté. Donc, clairement, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une diminution de mails, mais que ça va être un comportement qu'on va devoir accompagner, je pense, sur un certain, je vais dire année pour pas dire décennie, parce que ça va me faire un petit peu peur. Et puis, il y a des choses aussi qu'on peut faire dans l'Outlook qu'on ne peut pas faire dans Teams. Donc ça va limiter aussi l'adoption du changement. Par exemple, le fait de pouvoir planifier le message dans l'Outlook, ben, la fonctionnalité, elle est assez récente dans Teams, elle est assez cachée. Mais elle y est, Volontairement, elle y est, mais elle est cachée. ouais. Et volontairement, dans mon institution, j'ai pris le pli de ne pas en faire de la publicité, notamment pour ce que disait Suzy, de dire ben, on est presque obligé de bosser n'importe où, n'importe quand maintenant, à l'inverse de la liberté qui était proposée. Et je me suis dit que c'était peut-être pas ce que je voulais mettre en avant dans un premier temps, qu'il y avait des bonnes pratiques à adopter avant de s'amuser à faire avec ça. Et puis, il y a la limitation architecturale ou structurelle technique, on va dire. Nous, on ne peut pas avoir d'hybridation entre la boîte mail et Teams, notamment pour des raisons de RGPD.
ce qui en fait va limiter l'interopérabilité entre les deux outils. Donc, de facto, on oblige le collaborateur à devoir utiliser les deux outils distinctement parce que techniquement et légalement, aujourd'hui, on n'a pas le droit de les faire se parler. Le fameux combat entre sécurité et usage. Voilà. Suzy, merci Suzy pour le lien. L'email est mort. Vive l'email, vous l'avez tous dans le, dans le chat. Merci beaucoup. C'est question de bonne pratique parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut tuer l'email, je crois. Enfin, en tout cas, de faire diminuer ces volumes d'informations énormes qui circulent dans les organisations avec l'email. Peut-être, est-ce qu'on a, Fabrice, tu as désactivé ton micro sur ces bonnes pratiques pour tuer l'email? Quelque chose à nous partager. Oui, oui. Alors, nous, depuis quelques années utilisé un logiciel qui s'appelle Basecamp, qui est comme Slack ou Trello, etc. Et à l'interne, on a réussi à supprimer complètement l'email depuis maintenant un peu plus d'une année, ce qui marche plutôt bien. Et en fait, on a donc un système de discussion ou d'activation, de transmission d'informations qui se fait uniquement sur ce canal-là. C'est vraiment notre canal de communication unique et on a quelque part l'interdiction de s'envoyer des emails entre nous. Donc en fait, il a fallu un moment pour l'adopter, bien sûr. Que vous formalisez, Fabrice, ou que finalement c'est devenu juste une pratique avec le temps? Vous avez formalisé dans le cas d'une charte, etc., ou c'est devenu juste On a formalisé nos différents outils, en fait, lequel et pourquoi, et on a formalisé que Basecamp était vraiment notre outil de communication unique. Et petit à petit, en fait, le mail s'est arrêté. Et puis, on a même réussi petit à petit à utiliser cet élément avec nos partenaires. Notamment, on travaille avec l'État de Neuchâtel, pour lesquels on les a intégrés, en fait, dans les groupes de travail sur Basecamp pour nos communications, ce qui a permis aussi un peu de réduire les emails. Et en fait, l'idée là qu'on aimerait aussi finalement mettre en place, c'est que les derniers emails qu'on a, c'est vraiment avec nos clients externes, avec un peu tous les fournisseurs externes. Et en fait, on va essayer de centraliser et on aura une personne en fait qui s'occupera de cette communication et de cette centralisation, à rediriger les emails si besoin chez nous, mais justement à l'interne de notre réseau de communication. Donc, c'est vraiment, on a comme ça une seule porte d'entrée qui se distribue dans notre réseau interne. Donc, en fait, si les gens veulent même nous appeler, enfin, après, ça va être d'autres modes de communication, un téléphone, etc. Nous, on essaye vraiment à l'interne d'avoir que cette communication sur Basecamp. Ça fonctionne plutôt bien. Et le retour, surtout des employés, c'est qu'on est passé au début à avoir un millier d'informations parce que tout était notifié partout sur Basecamp. Et en fait, à force de travailler et puis d'itérer justement, et puis de développer les bons groupes, de mettre les bonnes personnes dans les bons endroits, de pouvoir soi-même aussi activer, désactiver certaines notifications avec l'utilisation, on arrive finalement à avoir quasiment que l'information qui est pertinente, qui arrive en fait sur notre plateforme, dans nos notifications. C'est un peu comme une notification WhatsApp, hein, et on arrive à avoir quasi que les communications qui nous sont utiles. Il y a des bugs des fois, hein. Il n'y a pas longtemps, une communication est passée complètement outre pour les personnes qui devaient y répondre, mais la plupart du temps, on y arrive. Et c'est vrai que là, l'email, ça a réduit un temps de travail, et surtout, c'est la communication, je dirais, quelque part entre deux personnes ou entre trois personnes, ça arrive tellement rapidement dans l'email qu'on oublie de mettre en copie telle personne, que l'autre personne réponde à ça, qu'on ne retrouve plus la trace. Et là, dans ce mode de communication, je dirais que le grand avantage, ça ne réduit pas forcément le temps, mais le grand avantage, c'est qu'on retrouve toutes les informations dans des discussions. On peut y retourner. On peut ajouter quelqu'un qui finalement aura toute l'information et le suivi, l'historique. Et en fait, ça permet en fait il y a plus de manières, je dirais, de réguler et puis de retrouver l'information facilement que par l'email. Ça gagne un petit peu de temps. Par contre, ça a une efficacité vraiment beaucoup plus énorme dans le cadre de la transmission des informations. Ouais, merci beaucoup, hein. C'est un peu le principe de ces outils de communication. C'est vraiment qu'on se pose la question au moment où on poste le message du groupe dans lequel on met. Et puis les gens étant a priori abonnés au bon groupe, finalement, là, tout ça se fluidifie assez bien. Peut-être Jean-Marc, c'est question de bonnes pratiques par rapport à l'email ou d'autres. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ouais, alors chez nous, en fait, il y a 7 ans, je pense, on a engagé un nouveau collaborateur qui venait de Montréal. Et puis en arrivant, il nous a dit, est-ce qu'on utiliserait Slack en interne? Moi, je n'avais jamais entendu parler de Slack à ce moment-là. Ils ont testé dans un petit groupe et puis ça s'est complètement déployé dans toute la boîte.
On n'a jamais dit qu'il fallait arrêter les emails, mais depuis ce jour-là, on n'a plus jamais envoyé un email entre nous dans la boîte. Slack est tellement plus performant, tellement plus agréable à utiliser que l'email qu'on a rien dû formaliser. On n'a jamais écrit ça, mais il n'y a jamais 2 employés qui vont s'envoyer un email, en fait. Et Slack avec les groupes, c'est aussi un outil où on centralise beaucoup de choses. On a beaucoup de robots qui viennent nous envoyer des informations automatiquement dans Slack, etc. Donc c'est très naturellement devenu notre outil. Donc on était un peu suivi dans le provide and pray. Et puis c'était même pas le provide, c'était eux-mêmes les employés qui l'ont amené. Et puis on a observé et ça s'est fait très naturellement. Merci beaucoup. Ouais. Finalement, l'usage qui fait que bah, voilà, les vieux réflexes se perdent d'eux-mêmes. Évidemment, c'est comme ça que ça se passe assez souvent. Il y a une question de Gérard dans le Q&A que je remercie, qui parle des règles d'utilisation, qui dit finalement, en fait, on a enfin, beaucoup d'outils ou tous les outils de communication, eux, ont leur intérêt. L'email, le chat, les appels. Mais en fait, pour les organisations, définir, et je crois que c'est un petit peu ce qu'a posé Suzy, hein. Et d'ailleurs, je vais lui laisser la parole pour aborder ce sujet, définir finalement des règles d'utilisation par type d'outil. Suzy, tu es d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Je trouvais, Christophe, que tu étais un peu sévère. Il ne Ah, mais s'agit pas de tuer l'email, qui de toute façon survit, c'est comme le à phénix. toutes les guerres, apparemment, ouais. Voilà, même mort, il survit. Il ne Ouais. s'agit pas de tuer l'email, il s'agit de tuer les mauvais usages du mail. Parce que si on parle le problème, c'est l'outil, et ben à ce moment-là, on va aller utiliser un autre outil, mais si on l'utilise exactement de la même manière que le mail, c'est-à-dire de manière complètement incontrôlée, où on croule sous le nombre de messages, de mise en copie, de mails parapluie pour se protéger de oui, j'ai bien fait ça, on va aboutir exactement au même méfait. Est-ce que, Christophe, je peux me permettre de répondre à la question qui a Je été peux te posée? permettre sur la moyenne d'âge des personnes de l'étude, hein, Voilà, posée par voilà, Monica tout super. à l'heure, puis après je poserai la question. C'est La une Christian qui a question pas. très intéressante et qu'on retrouve souvent quand il est question d'outils numériques parce que les jeunes seraient beaucoup plus à l'aise, on entend ça beaucoup, les digital natives avec les outils collaboratifs. Alors pour ce qui est de mes études, dans les 4 terrains que j'ai étudiés, les âges étaient très différenciés, donc on avait autant des très jeunes autour de la vingtaine, il y avait des stagiaires hein, notamment, et puis ça pouvait monter jusqu'au plus de 50 ans. Alors évidemment, en fonction de l'âge, l'appétence et les compétences numériques ne sont pas les mêmes, mais attention à ne pas faire un amalgame chez les jeunes. Maîtriser TikTok ou Instagram, ce n'est pas maîtriser Teams ou Slack. Et c'est encore pire avec la photocopieuse qui date du XXe siècle. Apparemment, ça donne des boutons aux jeunes tellement ils se sentent désarmés face à cet outil informatique hein, qui est quand même voilà, et que généralement les plus anciens savent beaucoup mieux utiliser qu'eux. Donc les jeunes en entreprise, et d'ailleurs ça vaut aussi pour les services administratifs, sont tout autant victimes de stress numérique. Et le problème, c'est que les anciens ont tendance à renforcer ce stress numérique parce que quand ils ont un problème logiciel, qui c'est qu'on va voir? Le petit jeune qui est censé savoir se débrouiller avec tout comme ça. Et du coup, ça occasionne chez les jeunes une surcharge de travail puisqu'ils font un peu la fonction support de l'équipe en permanence. Et quand ils n'arrivent pas à trouver la solution pour dépatouiller leurs collègues, ils sont très, très embêtés parce que s'il y a une qualité qu'on reconnaît aux jeunes en entreprise, c'est leur capacité d'adaptation, d'innovation et de débrouillardise avec les outils numériques. Donc, ils ont plus que du stress numérique. Quand ils n'y arrivent pas, ils ont un sentiment de honte numérique. Donc, attention aux préjugés sur l'habileté des jeunes face au numérique. Il faut les former comme les autres. Il faut leur laisser le temps d'appropriation comme les autres. Et voilà, c'est pas parce qu'ils sont très bons sur les réseaux sociaux privés qu'ils vont l'être sur les logiciels numériques en entreprise. Donc, voilà. Je voulais rebondir aussi, si je peux me permettre, et après je lâche la parole sur la remarque de Jean-Marc sur Slack. Donc, dans une des entreprises que j'ai étudiées, ils utilisaient déjà Slack. Mais alors, ils l'utilisaient très mal, un peu comme les mails, et du coup, ils se sont retrouvés avec 50 canaux de communication pour une équipe qui ne comptait que 25 personnes.
quand même une organisation limitée à 25, il y avait 50 canaux de communication, tout le monde était perdu, tout le monde essayait de suivre tous les canaux, parce que c'était une organisation en gouvernance partagée, donc tout le monde avait envie de savoir ce qui se passait pour pouvoir participer intelligemment aux prises de décision collectives. Et là, il y a une salariée, donc une nouvelle recrue qui est arrivée, qui avait un peu de bouteille, qui sortait d'une start-up où Slack était aussi utilisé. Elle a regardé l'architecture de leur Slack, elle a dit non mais là c'est pas possible, je vais vous reprendre ça en main. Elle est passée de 50 canaux à 20 canaux en essayant de les agréger et d'enlever ceux qui n'étaient plus actifs. Et elle a aussi mis au point un petit manuel très simple des bons usages sur Slack. Donc c'est là qu'on voit que ça peut parfaitement partir de la base. Je vous ai parlé du top-down et du provide and pray. Et ben, il y a aussi la méthode bottom-up, comme nous disait Jean-Marc, qui part de la base. Et là, ça peut être très intéressant, par contre, de s'appuyer sur les salariés qui ont une expérience antérieure avec ce type d'outils, pas forcément les plus jeunes, et qui vont pouvoir ramener des bonnes pratiques de ce qu'ils ont pu vivre dans d'autres structures qui sont passées par les mêmes embûches. Voilà. Merci beaucoup, chère Suzy. Christian. Oui, je vais profiter de rebondir sur la régulation et le fameux email. Rebondir aussi sur ce que Suzy disait, c'est pas que l'email, c'est tout type d'outils. Donc nous, on a les deux besoins, hein, synchrone et asynchrone, comme a été décrit dans la présentation. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de tendre vers un zéro email au sein des équipes. Donc on a des équipes de 3 à 7 personnes qui fonctionnent en mode agile. Donc ils ont tous les jours une cérémonie, que ce soit un planning, un daily, une démo, une revue. Donc ce qu'on essaie de dire, c'est si de toute façon vous vous voyez en présentiel dans une salle ou en ligne, en hybride, vous ne devez pas avoir besoin en 24 heures de faire des emails. Chaque équipe a aussi son canal de communication interne asynchrone, donc ça devrait suffire pour faire ça. Et puis on essaie de descendre ce nombre d'emails au sein de l'équipe. On a par contre un besoin d'une interaction par mode asynchrone, email ou autre. Et pour l'instant, chez nous, l'outil pratique asynchrone reste encore l'email. On n'a pas Slack, on n'a pas ces choses-là, parce que nous faisons des systèmes sécurisés pour la protection de la population et du territoire, c'est-à-dire qu'on est très soumis à la RGPD. Et pour l'instant, nous n'avons pas droit au service dans le nuage. Il y a une notice du Conseil fédéral qui va dans un sens de Office 365, peut-être pour nous l'année prochaine, affaire à suivre. Mais pour l'instant, c'est tout sur site. Donc, tout est hosté chez nous. Donc, ça limite aussi le nombre d'outils. Et puis, on régule et on trouve des solutions alternatives. Par exemple, on a droit à la messagerie Trema. Donc, pour les messages qui viennent, par exemple, du management qui concernent toute la cellule agile, toute la business unit, il y a un message par mois qui est sous forme d'une vidéo de maximum 5 minutes dans laquelle sont présentées les nouvelles majeures que tout le monde doit vraiment écouter et entendre. Plus, dans la même vidéo, on présente les nouveaux collaborateurs qui commencent le mois prochain avec une petite vidéo et le rôle qu'ils ont. Donc, on utilise et on tente de réguler pour limiter au maximum le nombre de choses que les gens doivent lire. Magnifique, merci beaucoup. Ouais, déjà, message aux participants et participants, vous avez déjà un catalogue de bonnes pratiques là, assez génial en quelques minutes. Et puis c'est clair pour vous, Ruac, si vous n'avez pas accès aux outils du cloud, vous allez difficilement arriver à 6 applications de communication. C'est vrai, c'est déjà une forme de chance, hein, finalement. Mais merci beaucoup. Moi, j'avais quand même envie d'arriver sur la question, évidemment, assez fondamentale hein, alors, l'info-obésité et puis de toutes les questions liées notamment au droit à des connexions et en lien direct aux questions de santé, de santé en entreprise. On sait que finalement, on a l'impression d'avoir jamais autant fait pour la santé des collaborateurs et on a une population suisse hein, qui, dans les stades de promotion santé suisse de 2022, n'a jamais été aussi malade, notamment au travail. Donc, ces questions de déconnexion et de préservation de la santé sont fondamentales. Suzy disait dans son intervention qu'il ne fallait pas attendre simplement des collaborateurs qu'ils prennent les dispositions finalement pour se déconnecter. Si toute finalement la culture de l'organisation allait vers il faut répondre plus vite, etc., etc. Votre bonne pratique sur ces questions-là, parce que je crois que toutes les
les personnes qui vous écoutent se posent la même ou les mêmes questions? Est-ce que quelqu'un, Jean-Marc? Alors, de nouveau, Slack nous aide beaucoup avec ça, on peut configurer les horaires auxquels tu peux être notifié, tu veux être notifié ou pas. Donc, lorsqu'on engage un nouveau collaborateur, on passe un moment avec lui pour lui expliquer ce qu'on attend de lui en termes de rythme. Est-ce qu'on attend qu'il relève ses Slack toutes les 5 minutes, toutes les heures, une fois par demi-journée, etc. Donc, on veut quelque chose de plutôt calme. Donc, il a le droit de relever une fois par demi-journée. Et puis, on veut quelque chose de dynamique. Donc, selon les sujets, il faut que c'est un peu plus vite, mais voilà. Et puis, on conseille vraiment aux gens de se déconnecter le soir et le week-end pour ne plus recevoir de Slack. Ils n'ont pas non plus l'obligation de mettre ça sur leur mobile. C'est eux qui choisissent. Là, je pense que la moitié n'ont pas sur le mobile. Je ne sais même pas le chiffre, en fait, mais une bonne partie l'ont pas sur le mobile. Pour une autre partie, c'est un dynamisme qu'ils aiment bien. Donc ça, c'est assez libre. Mais disons, le dialogue, c'est surtout le rythme et le droit de ne pas répondre tout de suite, ni pendant la journée et surtout pas le soir et la nuit. Merci Euh, beaucoup. Et ça, donc tu dis, bah, tu l'as intégré dans ton processus d'onboarding, en fait. Mais ouais. est-ce que tu l'as ancré quelque part? Est-ce que tu l'as formalisé, modélisé ou Ben pas? oui, lorsque les nouveaux collaborateurs arrivent, ils ont une feuille avec quelques recommandations. Chez nous, tu peux, et puis à différents points, tu peux dire non, tu peux poser des questions, tu peux, etc. Et puis, chez nous, tu peux ne pas relever tes messages toutes les 5 minutes. Tu peux te déconnecter la nuit, on te le conseille, le week-end, etc. Et puis, on passe en revue ce document avec la personne durant les premiers jours. Ça fait partie de mon rôle de prendre un moment avec les gens pour l'expliquer. Ça fait partie de la culture de l'entreprise, donc j'insiste là-dessus. Moi, j'écris parfois le week-end sur Slack quand j'ai une idée, si ça me passe par l'esprit, mais j'attends rien des gens en face et je pense plutôt qu'ils vont me répondre la semaine et je dois le verbaliser clairement, quoi, en fait. Ouais, merci beaucoup. Donc formalisation, donc communication et l'onboarding et exemplarité aussi. Merci. Christian, vous voulez intervenir? Oui, c'est un sujet très intéressant parce que nous, on a une pratique qui va un petit peu plus loin. On donne cette responsabilité à toute l'équipe de leadership et c'est aussi un rôle que j'ai au niveau du développement du personnel. On fait au minimum 1 à 2 interviews annuelles de chaque collaborateur. Et puis on sait, hein, je veux dire, les chefs d'équipe ou les responsables sentent s'il y a des gens qui travaillent trop. Je veux dire, si on est au sein des équipes, si on a des rituels tous les jours, on voit ceux qui sont candidats à avoir une trop grande charge. Et donc là, il y a une sorte de trigger qui s'initie. Et puis on va chercher la discussion avec la personne. Et puis, il y a par exemple une personne le mois passé avec qui j'ai mis un accord comme quoi il mettait dans Outlook le mercredi à partir de 16 heures, comme quoi il était non disponible. Parce qu'avant, il était toujours en bataille, parce qu'il va danser avec sa femme le mercredi soir. Il était en conflit. Donc, suite à une discussion, on a pu mettre en place ce mécanisme et il fait bien assez d'heures et d'engagement le reste du temps. Donc, nous, on estime que le leadership doit accompagner cette procédure et avoir des senseurs actifs. Et dès que les senseurs s'allument, on cherche la conversation et on trouve par personne une solution. Et après, on fait en sorte que cette solution soit respectée. Comme par exemple des collaborateurs qui répondent à des emails le soir, ça on le voit, et puis on va avoir une discussion avec eux. Pourquoi ils ont répondu le soir? C'est des collaborateurs, c'est pas des leaders de choses là. Donc on leur demande de diminuer ce genre de choses et puis de respecter une certaine, on va dire, hygiène de vie. Et les quatre pas alors? Les quatre, quand ils répondent le soir, c'est en ordre. C'est pour l'instant, on n'est pas, on va dire qu'on n'est pas les meilleurs élèves. Ouais, ça Donc va être toujours la problématique, si évidemment, si on définit des règles assez strictes pour une partie de la population, évidemment. Mais donc, le passage par le leadership pour l'accompagnement, l'exemplarité, comme l'évoquait évidemment Jean-Marc, mais aussi pour, en fait, un peu comme phénomène de formation des cadres, en fait, hein, qui fait partie de la formation des oui, cadres, l'accompagnement des cadres, que d'intégrer dans leur pratique de leadership le droit à la déconnexion et puis de surveiller ça. Est-ce que d'autres personnes sur ces questions de santé et de lien, Fabrice? Oui, rapidement, nous, on a fait pas mal de choses, comme le disait Jean-Marc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait, à ce qu'ils ont fait eux. Une chose qu'on a instituée en plus, qui n'a rien à voir avec les outils, en fait, c'est des heures limites de travail. Donc, au lieu d'avoir des heures maximum pour arriver le matin, on a également une heure maximum de travail le soir, qui est 18 heures.
et on attend en fait de tout le monde qu'après 18 heures, plus personne ne travaille. Et donc, ça veut dire que pareil que chez Christian, quand quelqu'un répond à un message, nous sur Basecamp, ou même, il n'y a pas trop d'emails, mais répond à un message sur Basecamp après 18 heures, si ça arrive une fois, ça va. Si ça arrive régulièrement, pareil, on s'approche du collaborateur et on regarde avec lui qu'est-ce qui se passe, pour quelle raison il répond à cette heure-là. Donc, on a vraiment institué cette heure maximum de travail. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient de notre directeur. C'est lui le premier qui, un jour, a décidé que ça en était trop de des messages le week-end, etc. Et c'est le premier qui a décidé de plus répondre donc, à nos messages et lui-même de plus écrire de messages. Donc, il n'y a vraiment pas de communication qui se font le soir ni le week-end. Et puis, finalement, on a remarqué qu'il n'y a pas d'urgence qui font qu'un samedi soir ou un samedi matin, il y a quelqu'un qui doit être dérangé. On a peut-être la chance dans l'activité dans laquelle on est, mais on n'a vraiment pas d'urgence. Si à 18h30, il y a un message, c'est tout à fait possible de l'écrire le lendemain matin à 7h30 et puis on arrivera à le traiter. Donc, il y a vraiment aussi des horaires qui ont été institués en plus de ce qui a été dit chez Jean-Marc et chez Christian. Donc ça, je trouve que c'est intéressant pour passer un tout petit moment là-dessus, mais Suzy tout à l'heure disait imposer de manière hiérarchique des outils qui permettent la collaboration, c'est un peu illogique, quoi, globalement. Imposer des horaires dans les organisations agiles, est-ce que ça, c'est pas illogique aussi un petit peu? J'ai un exemple en tête d'un collègue qui aime bien amener ses enfants à la piscine à 16 heures, donc il va à la piscine, puis après il revient à 18h30, 19h, il mange avec la famille, puis à 21h, il se reconnecte, puis il travaille un petit peu. Lui aime bien faire ça comme ça. Juste, Suzy, sur ces questions-là, notamment sur les questions d'imposition de certains cadres de travail horaires, etc., pour pousser à des connexions, ton avis là-dessus? Alors, mon avis, il est très simple. On a besoin d'un cadre commun. La différence aujourd'hui dans la manière dont on le construit, ce cadre, c'est qu'on essaye de le construire collectivement. C'est ce qu'on appelle la co-construction. Et là où avant, le cadre commun tombait d'en haut, du dirigeant, du DRH, de la DSI, du manager, aujourd'hui, ces questions d'horaire ou d'usage des outils sont débattues collectivement. Et du coup, dans le cadre de ce débat, celui qui dit oui, mais moi, ça ne m'arrange pas d'arrêter de bosser, je sais pas, à 17h30, parce qu'à 16h, je vais emmener ma gamine à la piscine, puis je me doute bien que 16h30, c'est trop tôt, je vais avoir des messages qui arrivent, puis du coup, le lendemain matin, ça va être les embouteillages dans ma boîte de réception, donc j'aimerais bien pouvoir les traiter en revenant. Et bien là, ça permet aussi de construire de l'intercompréhension, et donc de construire un cadre commun qui puisse être à la fois flexible pour s'adapter aux besoins. C'est la première chose à laquelle ce cadre doit s'adapter, c'est évidemment les besoins de l'activité. Et en second ressort, les contraintes personnelles de chacun. Donc, c'est au travers de ce dialogue continu qu'on va pouvoir avoir un cadre commun partagé, construit collectivement, qui sera suffisamment flexible pour s'adapter aux besoins de chacun qui vont être changeants. C'est ce qu'on appelle le parcours de vie d'un collaborateur. Quand vous embauchez un collaborateur à 20 ans qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas propriétaire de son appartement, de son logement, qui n'a pas encore de voiture, donc qui n'a pas d'emprunt sur le dos, et quelqu'un qui a 30 ans va avoir 2 enfants, 2 emprunts, et quelqu'un qui a 50 ans n'a plus d'enfants, est propriétaire de sa maison, les besoins personnels vont être complètement différents. Donc, ce cadre commun, il doit être construit collectivement et il doit être construit en continu. Voilà, Donc plutôt finalement une discussion permanente qui permet de construire une vision de ce qui est acceptable ou pas acceptable, etc., plutôt que complètement. des règles trop strictes. Et l'aspect continu est essentiel puisqu'à partir du moment où vous le faites de manière collégiale, vous le construisez de manière collégiale, ce cadre, si vous le rigidifiez, les personnes, les nouvelles recrues qui arrivent après, elles n'auront pas participé à la définition de ce cadre. Donc, elles ne vont pas pouvoir se l'approprier et se dire c'est notre cadre. Donc, il faut en permanence remettre un petit peu les choses sur la table sans évidemment réinventer la roue tous les matins, parce que ça, c'est épuisant aussi. Mais par contre, venir discuter régulièrement des règles du jeu qu'on s'est données et de comment elles sont encore adaptées aux besoins de l'activité, à la satisfaction client et à la satisfaction collaborateur, ça ne peut que être sain, de toute façon, par rapport à la santé au travail qu'on évoquait tout à l'heure. C'est beaucoup, donc plutôt l'intelligence collective et puis le travail en commun plutôt que des règles qui peuvent paraître des fois un petit peu décorrélées des besoins. Voilà, absolument. Ça répond peut-être aussi à la question de Gérard, qui pose la question très, très peu suisse, finalement, du document assigné par chaque collaborateur et manager
instituant noir sur blanc le droit à déconnexion, hein, qui finalement est un droit qui existe en France. Si tu veux juste intervenir Oui. là-dessus, puis après, j'ai Christian et Jean-Marc qui Ouais, auront juste sur le rapidement droit à aussi. la déconnexion en France, pour l'instant, il a le grand mérite d'être inscrit dans la loi, mais c'est tout. Parce qu'il n'est Ouais. pas, il n'est pas du tout inscrit dans les pratiques. Mm. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir des mails le soir très tard, hein, à 23 heures, ou le samedi, ou le dimanche. Puis tout à la fin du mail, c'est écrit, vous n'êtes pas tenu de lire ce mail en dehors de vos heures de travail. Mais c'est écrit à la fin. Donc, C'est bien. pour s'en rendre compte, il faut quand même avoir lu le mail, en fait. Mm. Donc, voilà, ce droit à la déconnexion, ça donne ce genre de choses, ce qui fait qu'en fait, dans les pratiques, ça ne change absolument rien. Et de toute façon, on ne change pas la société, et encore moins une entreprise, par décret. Voilà. Non, Encore une non. fois, ça doit être l'objet d'un dialogue continu qui s'adapte au plus près des besoins opérationnels. Il y a peut-être des activités qui demandent d'être hyper réactifs, mais je pense qu'en dehors de l'hôpital et des urgences, quand il n'est pas question de sauver une vie, on peut peut-être se dire qu'on n'est pas obligé d'être aussi réactif, que ça demande d'y répondre dans la minute ou d'envoyer absolument le mail le samedi soir à 23 heures. Il va falloir aussi prendre pas mal de recul avec ça. Merci beaucoup. Lolita, micro aussi Oui, qui est. déjà sur le fait de mettre une règle, entre guillemets, pour tout le monde, ben, à l'échelle, nous, on est à 150 métiers avec des amplitudes horaires complètement différentes. Donc, ça voudrait peut-être dire autant de politiques par rapport à ça différentes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, je rejoins Suzy sur le fait de co-construire ça avec des groupes, ce qui veut dire que peut-être qu'on aura des co-constructions différentes avec les différents groupes auxquels on appartient et différencier les usages. Peut-être la nuance que je mettrais dans l'histoire de vie du collaborateur, et je pense que ça dépasse les outils, c'est la relation qu'on a avec le travail. Et effectivement, on parlait de charges ou par rapport au crédit ou aux enfants ou aux cours qu'on a, mais il y a aussi les besoins, c'est-à-dire que de peut-être rééquilibrer, c'est pas parce que j'ai pas d'enfants à un certain âge de ma vie que j'ai pas des besoins aussi de déconnexion ou d'être libérée à un moment donné. Et du coup, moi, en tout cas, j'aurais été contrainte qu'on me mette une politique d'arrêter de travailler à 18 heures parce que moi, j'ai besoin d'être libérée en milieu de journée et je sais que je vais être productive en fin de journée. Par contre, ça sous-tend qu'avec le groupe avec lequel je collabore, qu'on définisse est-ce que je peux envoyer un message dans Teams ou pas, est-ce qu'ils se donnent le droit de ne pas le faire, et c'est d'ouvrir la discussion là-dessus. Par contre, là où je veille, et je sais qu'elles sont en train de nous écouter, moi j'ai eu 2 jeunes stagiaires dans l'équipe, donc jeune génération, qui étaient encore plus connectés que tous les collaborateurs engagés, mais ce n'était pas qu'une question d'outils, puisque j'ai dû les mettre à la porte du bureau littéralement, parce qu'à 19 heures, elles étaient encore au bureau. Et là, ce n'était pas une question d'outils, c'est de nouveau un rapport au travail. Merci, merci beaucoup, Jean-Marc. Alors nous, tout ce qui est temps de travail, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, c'est notre métier. Mais chez nous, en interne, ce qu'on fait, c'est que on se base sur les règles, la loi suisse qui met interdiction de travail de nuit, interdiction de travail le week-end, sauf des exceptions comme les hôpitaux, etc., bien entendu. Et puis, donc, le travail de nuit de 23h, 6h est interdit. Mais sinon, on laisse beaucoup de flexibilité avec du bon sens. C'est clair que ceux qui sont au service client, ben, ils doivent s'adapter aux horaires des clients. Mais pour le reste, on a des développeurs qui commencent très tôt le matin parce que ça leur plaît. Il y en a qui travaillent un moment de la maison, puis qui ensuite prennent le train, viennent au boulot, continuent au boulot. Il y en a qui vont effectivement s'occuper de leurs enfants, les amener à l'école. Enfin, tout ça donne beaucoup de flexibilité pour l'employé et une qualité de vie bien plus importante. Et finalement, si le travail est fait, ça n'a pas beaucoup d'impact pour l'entreprise. Et d'avoir des gens qui s'éclatent et qui peuvent se faire plaisir au niveau privé et au niveau professionnel est bien plus sain pour tout le monde, quoi. Donc, on joue beaucoup avec cette flexibilité. Enfin, les gens jouent beaucoup avec cette flexibilité dans un cadre large donné. Il y a un garde-fou, c'est le nombre d'heures par semaine, en fait. On fait 41 heures par semaine. C'est clair que c'est là que si quelqu'un va se surcharger, il va commencer à faire beaucoup trop d'heures et ça, on va le voir rapidement. Et puis, on va pouvoir rapidement, en temps réel, corriger avec lui et regarder ce qui se passe. Et puis, ça, c'est le vrai garde-fou, en fait. Merci beaucoup, Christian. Oui, on a aussi une bonne, comme Jean-Marc, une bonne régulation sur le temps de travail. On est soumis au droit suisse et aussi à la convention de l'industrie suisse des machines. Donc, c'est très réglementé, les 41 heures, etc. Donc, on a des systèmes de mesure euh, par temps de travail où on peut voir le temps, en tout cas que le collaborateur annonce.
Et puis là, je retombe sur l'équipe de leadership et les chefs directs qui doivent observer si c'est la vérité. On a des cas où les gens annoncent trop peu d'heures. Donc, ils sont plus présents dans le bâtiment que ce qu'ils disent dans le système. Donc là, de nouveau, c'est le job du leader ou après, ça vient à l'étage en dessus, de dire, on va discuter avec cette personne, pourquoi travailles 10 heures et tu en marques que 9. On veut que tu marques les 10. On veut savoir que tu travailles beaucoup et puis il faut qu'on fasse quelque chose pour que tu aies moins. Donc là, pour nous, c'est de nouveau l'histoire d'accompagnement. Et puis, au sein des équipes, on laisse pas mal de liberté. Et puis, de temps en temps, ça dérape un petit peu. L'exemple dernier qu'il y a eu ces semaines d'avant, on a des leftos. Donc, ils voulaient faire la réunion à 8 heures le matin, le daily. Puis on a dit non, c'est une bonne proposition, mais dans votre équipe, il y a des gens qui ne veulent pas être à 8 heures du matin là. Donc, la première réunion, vous la commencez à 9 heures. Donc, on va dans le sens d'accompagner, de faciliter et de dire, organisez-vous, co-créez l'environnement de travail. Et puis, on vous met aucune barrière. De toute façon, on est dans les bureaux, on vous voit, on est plus en présentiel qu'en remote. Donc, on sent quand vous dépassez les bornes, et puis on vous discute, enfin, on discute avec vous et on vous dit où est la limite. Mais on ne met pas une limite avant. Donc, on Merci. accompagne et puis on félicite le fait qu'ils ont pris une décision. Même s'ils sont sortis du cadre, ça nous permet de rediscuter le cadre, de rediscuter pourquoi on ne veut pas à 8 heures mais à 9 heures la première. Et puis, on demande aux leaders d'avoir une communication bienveillante lorsqu'ils remarquent quelque chose du genre, pour inciter l'autogouvernance des équipes. Merci beaucoup. Donc, une nouvelle fois, l'humain au centre, l'intelligence collective plutôt que les règles exogènes, etc., etc. Exactement. Un grand merci. Il y a encore deux questions là dans le chat. On n'aura pas le temps de les traiter puisque je vois que le temps avance, il est 9h51. Je devais clôturer à 9h50. Peut-être vous pouvez répondre à la limite si vous avez une bonne pratique à partager directement dans le chat, les intervenants, hein, sur la question de Eve ou de Eve. Avec la multiplication des logiciels et des réseaux sociaux internes, comment soit le suivi des tâches gérées par chaque outil. C'est vrai que c'est aussi une pratique qui se pose chez nous, parce que voilà, on a des choses à faire, on va taguer un email, on a des choses à faire, on va peut-être piner, comment on appelle ça, ouais, euh, comment on appelle ça en français, piner, je sais pas, mais on va mettre le message en haut sur Teams, pardon. Et puis, bah, effectivement, du coup, avec la multiplication des outils, on a aussi une multiplication des tâches à faire sur différents outils. Donc, si vous avez là des bonnes pratiques, partagez, épinglez, merci beaucoup, épinglez en français, voilà, parce que piner, c'est autre chose, je suis désolé. La communication des logiciels, comment est-ce qu'on fait pour bien gérer ces tâches? Si vous avez, chers intervenants, une petite bonne pratique à partager, mettez-le dans le chat pour tout le monde, comme ça, et on ne perd pas de temps là-dessus, parce que la question est hyper intéressante, mais ça serait chouette qu'on obtienne des outputs de votre réflexion collective. Et puis, Gaëtan nous demande si on a des livres, des webinaires, des inputs de données, donc évidemment de la base documentaire pour creuser ce sujet qui est évidemment hyper important pour nos organisations. Donc là aussi, si vous avez des liens vers des livres ou des sites web ou des webinaires à nous donner, n'hésitez pas à le faire. Cher Manon, je te repasse la parole tout en remerciant les participantes et participants à cette table ronde. C'était passionnant. Merci beaucoup. Est-ce que pendant que je fais un petit mot de conclusion, tu peux remettre les slides de fin pour que je puisse annoncer aussi le prochain événement après? Donc, merci à tous pour ces échanges. Merci à Suzy pour la partie introductive. Je pense que ce qu'on aura compris, c'est que les outils numériques seuls, ça ne suffit pas. Qu'il y a un besoin de les réglementer, de réglementer les usages, de réfléchir bien aussi au déploiement. Et puis, je vais pouvoir faire aussi le lien avec le thème du prochain webinaire, parce qu'en préparation de ce webinaire, Suzy m'a dit, mais il y a beaucoup de professionnels qu'elle a pu interviewer dans le cadre de ses recherches qui ont dit, mais finalement, on a déjà eu peu de temps ou pas assez de temps pour bien réussir à adopter ou réglementer les usages des outils numériques qui ont été poussés par la vague Covid. Et voilà qu'il y a une nouvelle vague avec l'intelligence artificielle qui arrive. Voilà, il y a des questions qui se posent aussi avec cette nouvelle technologie. Je pense que la vague qui a pris de l'essor depuis, je dirais, l'automne 2023 interpelle beaucoup de gens. Donc, on a aussi décidé de pouvoir thématiser
Voilà, faire un lien entre l'agilité et l'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez nous rejoindre le 7 mai. C'est les mêmes horaires. Vous pouvez vous inscrire avec le QR code où vous retrouvez aussi les informations directement sur le site internet. On fera aussi un événement LinkedIn. Et puis, tu peux passer au prochain slide. On vous remercie vraiment de votre participation. On a besoin de vos feedbacks pour améliorer nos événements. Donc, volontiers, si vous pouvez aussi prendre un petit moment pour compléter ce feedback. Et puis, je profite de ces derniers mots pour vous souhaiter une bonne journée et au plaisir de vous retrouver parce que ce qu'on sait au sein de la Fabrique de l'Agilité, c'est que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est un peu ce qu'on peut voir dans le cadre de ces échanges avec les différents points de vue. À très vite, à bientôt et bonne journée.